qui a marqué les esprits. Et en France, dans les médias, je dois vous dire que, comme historien, les reportages qui vous sont parvenus étaient biaisés. Et donc, je vais essayer de vous présenter peut-être un côté méconnu de ces événements-là. Mais, comme Éric mentionnait, je pense que je vais essayer de vous présenter un peu l'itinéraire de Gaulle qui l'amène, et c'est pour ça que je parle de Moncornet jusqu'à Montréal, parce que je pense qu'il y a des jalons importants, puis quelques surprises à travers ce cheminement-là. Est-ce que vous m'entendez assez bien à l'arrière, ou je dois augmenter le micro, ou ça va? Ça va? Et puis, oui, évidemment, bon, il y a mon accent qui doit vous faire titiller de temps en temps. Si vous comprenez, il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je puisse vous les expliquer. Alors, la spontanéité, des fois, on n'utilise pas toujours les mots qui vous sont familiers, qui me sont familiers, mais qui, pour vous, n'ont peut-être pas le même sens. Ça va? On part avec ça, et je donc vais vous présenter un peu brièvement le plan. D'abord, on va commencer tout près d'ici, à Moncornet. Ensuite, quelques éléments sur la personnalité de Gaulle, qu'on connaît relativement peu, je pense. L'aspect comme lecteur, comme réfugié, son appel au secours au Québec. Je vous en parle tout à l'heure. Son premier voyage au Québec, ensuite les relations diplomatiques avec le Québec, son point de vue sur la crise constitutionnelle entre le Canada anglais et le Canada français et le Québec, son troisième voyage, celui dont on vient de parler, 67, le Québec aussi sur la scène internationale, et même De Gaulle, je vous verrai, De Gaulle s'est exprimé sur le Québec après son décès. Donc, je vous garde quelques éléments. Et puis, quelques aspects sur l'impact que De Gaulle a eu au Québec dans son action. Voilà le menu sommairement abordé. Alors, commençons par le commencement, Moncornet. Et j'ai intitulé cette section-là, Moncornet jusqu'à Churchill. Après ça, on va voir de Churchill jusqu'à Montréal. Alors, juste un rappel, parce que je sais que vous connaissez sûrement cette période-là, sur ce moment clé après, en 1939, avec le déclenchement de la guerre, mais une drôle de guerre, parce qu'il n'y a pas de combat. Ça, c'est spécial. Et lui, il est là, le 10 mai, et là, c'est l'orage maximum. Et vous connaissez évidemment que la fameuse bataille de France a été extrêmement dure. Et De Gaulle, évidemment, y a participé. Vous vous souvenez aussi que De Gaulle était tout à fait contre la stratégie de l'état-major. Et que toute la stratégie était basée sur la ligne Maginot, mais lui disait non, c'est pas ça, ça va être une guerre de mouvement, une guerre, c'est déblindé, et puis etc. Donc on ne l'a pas écouté. Mais quand même, quand les Allemands sont arrivés en force, là, on a essayé d'utiliser toutes les forces, y compris la fameuse bataille du 17 et du 19 mai à Moncornet. Il y avait 80 chars qui le commandaient, et phénomène inattendu, et De Gaulle réussit à repousser les Allemands, à regagner du terrain, et c'est le seul endroit sur la ligne où on a réussi à faire une contre-attaque positive avant de devoir céder, parce que les forces allemandes étaient extrêmement puissantes aussi. Mais je l'ai mis là parce que vous voyez les dates ici, hein? Ça a lieu le 19 mai, et De Gaulle devient général le 25 mai. Il y a un lien direct entre le fait que la haute direction de l'armée reconnaît que, bon, ils l'ont critiqué, ils l'ont isolé,
Vous savez que, à cause de sa politique sur ce qu'il appelait, lui, l'armée de métier, avec les chars, eh bien, l'état-major a même interdit qu'il puisse écrire, parce qu'il écrivait dans la revue militaire. À partir de ce moment-là, il était un personnage non grata dans le monde militaire. Et là, ben, vous voyez que l'événement Montcornet est un événement majeur, et on reconnaît qu'il y a eu une bonne stratégie, qu'il a bien commandé ses armes et qu'il y a eu un succès militaire, et on le nomme général. Et puis, ben, général, il apprend la bonne nouvelle le 25, mais ça va prendre effet le 1er juin. C'est donc dans ce contexte-là que, par la suite, entre les deux, il y a la fameuse, aussi, son intervention avec ses troupes et ses chars à Abbeville, dans lequel il y a beaucoup de pertes, mais au moins, on a essayé d'aider à l'évacuation des troupes qui étaient coincées et qui risquaient d'être fait prisonniers là, dans tout le secteur vers Dunkerque. Ici, je suis allé justement à Montcornet ce matin. Je sais que les chars étaient des Renault bis et c'est pas celui qui est actuellement exposé là, à Montcornet. Mais toujours est-il que, voilà, il fait une opération majeure avec succès. Il en fait une deuxième. Et c'est là que le premier ministre, le président du Conseil décide de l'intégrer dans son cabinet lors le remaniement de son cabinet. Quelques jours après, hein, il est devenu général le 1er et entre au cabinet le 6 juin. Vous voyez que c'était... les événements se bousculent. Donc, sur le reste et à partir de ce moment-là, ben, comme De Gaulle l'a déjà dit, ben, là, il a quitté l'armée, parce que là, il rentrait dans le monde politique. Il n'est jamais retourné par la suite dans le monde de l'armée proprement dit. Il devenait une personnalité politique. C'était un secrétaire d'État à la Défense, donc on pourrait dire l'adjoint, parce que le ministre officiel de la Défense, c'était Reynaud, mais lui, celui qui était son second, celui au niveau opérationnel, c'est pour ça qu'il avait demandé à ce que ça soit De Gaulle. Pour ceux qui connaissent aussi De Gaulle et Reynaud, là, Reynaud soutenait De Gaulle depuis 1935. Alors, il y avait des accointances et une sympathie sur le plan de stratégique, sur le plan militaire. Et de là, Reynaud pense que c'est bon d'intégrer un jeune comme ça, 49 ans, dans son cabinet. Son mandat, et on le verra tout à l'heure par rapport à Churchill. Pour ça que j'ai intitulé de Montcornet jusqu'à Churchill. Je vais vous dire aussi quelques mots sur cet aspect-là de Gaulle. C'est l'aspect que c'est un lecteur extraordinaire. On a par les témoignages de son entourage, de son fils et de son petit-fils. Et le fait qu'il soit un grand lecteur a des incidences par rapport au Québec. C'est pour ça que j'essayais de répondre à la question depuis quand est-ce qu'il s'intéressait au Québec, De Gaulle. Ici, vous voyez que on pourrait dire qu'il s'intéressait à l'histoire. Moi, pour mon opinion, c'est que De Gaulle, on le voit toujours comme général De Gaulle. Pourtant, De Gaulle, à mon sens, est historien avant d'être général. Il a été capable de faire les deux. Et il avait beaucoup de talent. Mais c'est un historien. Hein, il a fait, à la demande de Pétain, il a fait un livre sur l'histoire de l'armée française. Ça a été d'ailleurs une raison de rupture entre les deux hommes. Mais ici, c'était le fait, c'est pour ça que fait le lien avec Astérix, n'est-ce pas, et Obélix. Ben, si Obélix est tombé dans la potion magique, on pourrait dire que De Gaulle est tombé dans la potion historique là, dans son plus jeune âge, par son grand-père et par son père. Et vous le voyez ici, dans la classe de son père.
Et alors, voilà, ici, ça c'est son père. Oui, hein? Et lui, il est là. Voilà, il y a une petite chaînette aussi, là. Il est là. Charles. Vous voyez que les classes n'étaient pas très nombreuses. Hein? Il y a des gens qui sont enseignants, je pense, ici. Je pense que vous avez plus d'étudiants que Henri de Gaulle avait autour de lui. Et vous savez que c'est intéressant que Henri de Gaulle a enseigné au grand général Leclerc, celui qui a libéré de Paris. Il était dans le même collège. Donc, c'était des gens qui... le nom de Gaulle avait du prestige pour Leclerc. Alors, sur le plan lectorat, son petit-fils, qui nous rend un témoignage, nous apprend, il dit il était une véritable machine à lire. Imaginez-vous, de Gaulle, là, de 3 à 5 livres par semaine. Donc, ça fait, à tous les 2 jours, là, c'est un livre, là. En plus de tout ce qu'il lisait pour son travail, qu'il soit militaire ou politique ou président. Et il a lu comme ça toujours, toute sa vie. Et c'était ce qui fait que vous avez... Ça signifie à peu près 200 livres de plus qui s'ajoutent dans sa bibliothèque chaque année. Alors, il est obligé de faire régulièrement de l'élagage, parce que là, la maison en entier serait remplie de livres. Et justement, on sait qu'il faisait de l'élagage de manière régulière. Mais j'ai eu l'occasion, comme Éric l'a mentionné, de pouvoir analyser les 2200 livres de sa bibliothèque. Et puis il y avait 2 bibliothèques, une dans le boudoir et l'autre, évidemment, autour de son bureau. Alors, et je vais vous expliquer, vous mentionner ici que comment se faisait l'élagage. Et c'est son petit-fils, Yves, qui nous raconte, il dit, alors que mon père faisait le ménage dans le rayonnage de droite, à côté, autour du bureau, juste devant le bureau, la question s'est posée ce qu'il fallait. Donc, il prenait le livre, il dit, bon ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec le roman de Marguerite Yourcenar? Et là-dessus, de Gaulle arbitrait. Celui-là, on laisse aller, on envoie en réserve, ou celui-là, on garde. Alors, pour regarder comment il réagissait à ce livre-là, gardons-le, parce que Yourcenar a beaucoup de talent. J'aime cette écriture ciselée, précise, romaine, la sécheresse lumineuse d'un style qui colle si bien au stoïcisme que l'on prête à Adrien, à l'économie de sa manière de régner. Alors, vous voyez que, bon, celui-là a réussi à passer l'examen et à rester dans la bibliothèque. Et cette bibliothèque-là, elle est intéressante parce que, voyez-vous, sur l'ensemble de ces livres-là, il y en a 847 qui sont des livres d'histoire, mais il y en a 400, enfin, presque 500 là, qui sont en littérature. Il y en a des livres d'art, 200 quelque chose, des voyages, des livres de voyage, de géographie, en sciences également. Ah non, c'était quelqu'un qui avait un esprit, une curiosité là, qui n'était pas limitée à lire les biographies d'hommes politiques. Là. C'était un esprit très ouvert et son père d'ailleurs était quelqu'un qui avait des centres d'intérêt extrêmement variés. Alors il a suivi de ce côté-là la pratique de son père. Alors, comme je vous l'ai indiqué, j'ai voulu savoir, est-ce qu'il y avait des livres québécois de Gaulle? Toujours la question, comment ça se fait qu'il connaissait le Québec? Et depuis quand? Alors, c'est ce qui a fait que j'ai eu le privilège de pouvoir faire, pendant 2 jours, à faire une analyse la plus précise possible. Alors, voici une photo que j'ai prise du bureau de Gaulle. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand il est mort, comme vous savez, il est mort subitement, et sa veuve, Yvonne, elle ne l'a pas touché à rien. Donc quand vous rentrez là, c'est comme si exactement, il n'y a rien qui a été bougé sauf ils ont rajouté quelques photos, et avec quelques mentions, mais tout le reste là est identique à ce qui est arrivé au moment le soir de son décès. Donc c'est impressionnant parce que c'est tel que lui avait organisé son bureau, sa bibliothèque
que vous pouvez avoir. Alors, j'ai le bonheur de vous annoncer que les livres québécois, là, il y en a toute une série ici. Là. Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez ma petite rouge, là. Hein? Et puis, il y en a un peu partout que j'ai retrouvé. Je vais essayer de vous en présenter quelques-uns, surtout l'esprit et non pas le détail. Depuis quand De Gaulle s'était-il intéressé au Québec? J'ai eu la réponse là. Depuis 1911, il avait 21 ans. Il était étudiant à l'école à Saint-Cyr, l'école militaire. Eh bien, il a acheté ce livre-là. Un livre pas publié à Paris, un livre publié à Québec, dans la capitale des Québécoises. Et ça porte évidemment sur un militaire, Montcalm, hein, qui commandait les troupes françaises en 1758-59 contre les Anglais et qui est mort suite au combat sur les plaines d'Abraham, que malheureusement la France, nous avons perdu. Et De Gaulle a lu ce livre-là. C'est un livre de 600 pages. Et ce livre-là a été reconnu pas seulement par De Gaulle, mais aussi, voyez-vous, l'Académie française, deux ans après, a décerné le prix Thiers à l'auteur Thomas Chapelle, qui était un sénateur québécois. Bon, OK, un livre comme ça se peut, mais ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'avait piqué la curiosité, quand on a tous les documents, les plus anciens documents, conférences que De Gaulle a données, elles datent de 1913 à Arras. Et ça porte sur le titre, c'était à d'autres militaires, du patriotisme. Et j'avais toujours été intrigué de savoir, parce que regardez, dans sa conférence, il parle de Montcalm. Il parle de Montcalm, puis pas n'importe comment, là. Il parle de Montcalm, il dit « Qui donc osera proscrire de son âme le feu sacré qui animait Jeanne d'Arc, l'enthousiasme généreux qui enflammait du Gosselin, le sublime amour qui faisait Montcalm héroïque et qui, plus tard, transformerait des criminels en héros et en défenseurs de la liberté, donc la Légion étrangère. » Je m'étais toujours dit, mais comment ça se fait que De Gaulle, en 1913, il parle de Montcalm? Ben, en étant dans la bibliothèque, j'ai vu qu'il avait acheté 2 ans avant et que pour lui, il mettait Montcalm parmi des milliers et des milliers de militaires à grand mérite, des hommes politiques à grand mérite. Eh bien, il rajoutait quelqu'un qui est mort et qui est enterré à Québec, de la Nouvelle-France. Montcalm, parce qu'il l'avait lu. Et puis, il avait conservé. Ça aussi. C'est un livre qu'il n'a pas élagué. Il l'a conservé. L'année de son mariage, en 1921, il achète ce livre-là, qui vient d'être édité, la première édition à Paris. Et ça s'appelle Maria Chapdelaine, Récit du Canada français. Eh bien, De Gaulle, il lit, il le garde, et il demande à sa fille, il dit à sa fille, quand ils sont en âge de lire, et à l'amiral Philippe, il faut lire ça, lisez ça. Et même, on a le témoignage de Yves de Gaulle, le petit-fils, qui dit, mon grand-père m'a dit, il faut que tu lises ça, un livre de 1921. Vous voyez que pour De Gaulle, même des générations qui suivent, il veut que ses enfants, ses petits-enfants aient même si c'est un roman, mais il veut que ils connaissent le Québec et la société québécoise à travers un roman. Et puis ce roman-là, évidemment, a eu un grand impact sur le plan culturel, dans la francophonie. 150 éditions, traduites en 25 langues. Mais, voyez-vous, en 1934, le premier film qui était fait à partir de ce roman-là, eh bien, Madeleine de Renaud a remporté le Grand Prix du cinéma français pour son rôle de Maria Chapdelaine et était avec Jean Gabin, qui a personnifié l'autre grand personnage du roman, François Paradis.
Et voyez-vous, ces films-là, là, et en 34, 50, 83 et 2021, il y a une nouvelle édition de ça. Ce qui pour dire que pour De Gaulle, il avait vu que c'était un roman qui avait de la substance, qui avait de l'intérêt, et il l'a conservé jusqu'à sa mort. Et il y aurait beaucoup d'autres livres que mais voyez-vous, l'histoire de Montréal. Hein? Il achète, il obtient l'histoire de Montréal. Ici, Iberville, le conquérant. Ça, c'est un très grand, au 18e siècle, là, quelqu'un qui venait de Dieppe. Son père venait de Dieppe, et né à Montréal, et qui a des faits marquants. Là. Il a chassé les Anglais de Terre-Neuve, il a chassé les Anglais de la baie d'Hudson, et puis il est mort à La Havane, à Cuba. Et ça, on est dans les années 40, et ici, vous avez un livre dans le domaine politique, Égalité ou indépendance, 1965-1966. Ici, sur le domaine de la peinture. Et De Gaulle était un homme systématique. Eh bien, quand c'était un livre qu'il recevait, au crayon de mine de plomb, sur la deuxième de couverture, il écrivait un petit R. Ça, c'est reçu. Et tous les autres, c'est acheté, c'est lui qui les a achetés. Donc, ça nous permet de savoir ce qu'il a reçu, mais de ce que lui, par rapport à ce qu'il a lui-même décidé d'acheter et de conserver. Et ici, vous avez une vue un peu plus... et deux mots là-dessus. Le livre, voyez-vous, c'est tous des livres édités à des années différentes, à des décennies différentes, sur des sujets différents, avec des éditeurs différents. Et pourtant, vers 1965, eh bien, De Gaulle décide d'en faire une collection visuellement unique. Hein? Alors, ça aussi, c'est un geste où il décide de dépenser, et j'ai pu analyser l'ensemble de sa bibliothèque. C'est les seuls exemples qu'il enlève les couvertures pour faire les couvertures, une édition, là, une reliure de prestige, et il les met ensemble. Il y a aussi d'autres livres ici, là, dont je ne vous parle pas, mais qui sont des livres québécois aussi. Alors, il leur donne un caractère unique, spécial, et puis il les garde à la vue. Alors, tous ces des petits détails, mais je pense qu'ils sont, qui illustrent, qui témoignent que pour De Gaulle, c'était pas des livres anodins, c'était pas quelque chose. Ils sont, à mon sens, il s'est alimenté d'une culture au fur des décennies, d'une connaissance de la société québécoise, qu'on appelait jusqu'en 1960 Canadiens-Français, et après 60, les Canadiens-Français du Québec se sont appelés Québécois, c'est pour ça que c'est la continuité. Et ici, vous avez un gros plan de cela. Alors voilà les sources très anciennes à partir de 1911. Maintenant, un petit topo sur De Gaulle le réfugié. Alors, vous connaissez bien le 17 juin, n'est-ce pas, quand Pétain arrive au pouvoir, eh bien, De Gaulle sait qu'il n'y a aucune chance. Et puis, Pétain veut arrêter la guerre et De Gaulle dit non, il ne faut pas être avec les perdants, il faut être avec les gagnants, et donc il faut continuer la guerre. C'est pour ça qu'il s'en va à Londres. Et il dira de Churchill, le petit extrait de ses mémoires, il dit cet exceptionnel artiste, c'est-à-dire Churchill, était certainement sensible au caractère de ma dramatique entreprise. Naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, qu'aurais-je pu faire sans son concours? Il me le donna tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que Churchill, on le voit toujours comme un bulldog, mais c'était un sensible. Parce qu'à chaque fois qu'il raconte Churchill, je parle de Churchill, qui raconte la rencontre de Gaulle dans son bureau, etc., puis que De Gaulle s'offre pour continuer la guerre avec lui, eh bien, Churchill pleure.
Et tellement il est censé, parce qu'il dit à De Gaulle, et à plusieurs reprises à De Gaulle, vous avez été le seul il n'y avait personne d'autre sur l'Angleterre et vous. Et ça, il a toujours été redevable à ce geste-là d'un militaire, donc un ancien membre du gouvernement français, qui voulait continuer la guerre avec l'Angleterre. Et à chaque fois, il pleurait. De Gaulle ne pleurait moins que ça. Mais c'était des gens qui ont donc ainsi développé une très grande amitié, malgré des caractères extrêmement tranchés selon les événements. Et De Gaulle, évidemment, dit, si je veux faire la guerre, il faut que j'aille chercher des gens qui viennent avec moi pour faire la guerre seul. Et c'est pour ça qu'il demande la BBC. Eh bien, le cabinet de guerre, qui comprend 5-6 ministres, refuse. Parce qu'il pense que Pétain va peut-être changer d'idée dans ses négociations avec Hitler. Et là, ils ont dit, on ne faut pas couper trop les ponts avec Vichy. Mais Churchill dit, et envoie un de ses adjoints, le général Speer, d'aller rencontrer chacun des ministres qui ne sont plus en réunion pour dire, ben, ça serait mieux. Et donc, c'est comme ça que De Gaulle obtient finalement l'autorisation de faire un petit message à la BBC le 18 juin, que vous connaissez très bien. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que quand on lit ça, aujourd'hui, à l'époque, là, c'est sûr que De Gaulle passait pour un illuminé un peu. Regardez le texte. Nous sommes en 1940, là, 18 juin, et il ose dire aux gens, rien n'est perdu. Pourtant, c'est la débâcle militaire. Rien n'est perdu parce que c'est une guerre mondiale. Il faut avoir du fond pour dire ça. Parce que les Russes sont entendus, Staline s'est entendu avec Hitler, de ce côté-là, tout le front Est est garanti. Les États-Unis ne veulent pas se mêler de la guerre, sont pacifistes. Comment dire que c'est mondial? Et pourtant, c'est lui qui avait raison. Vous savez que De Gaulle est un homme avec une analyse extraordinaire. Il y a 75 prédictions, comme celle-là, de dire ça va devenir une guerre mondiale, qui se sont réalisées. 75 fois. Notamment, je vous en donne l'actualité russe actuellement et Ukraine. De Gaulle dit, nous sommes dans les années 50. De Gaulle dit, la Russie boira le communisme comme un buveur boit l'encre. Parce que De Gaulle avait une vision sur les sociétés sur le long terme. Et ça a pris 89, 90 dans ce coin-là, avant que cette idée-là, mais lui, il avait dit 40 quelques années plus tôt. Sur le plan géopolitique, c'est un phénomène intéressant. Mais là, je m'éloigne de mon propos principal. Mais c'est ce qui fait aussi son intérêt par rapport à l'Amérique. C'est pour ça que je vous en parle. C'est qu'ici, il dit, hey, les Américains, là, dans le monde libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, au ce but. Lui prédit que Roosevelt va aller en guerre. Il faut avoir de l'audace pour ça. Et ça s'est concrétisé. Et ça, ici, c'est le type de comment il rédigeait l'appel. Il raturait, puis il a fait ça toute sa vie. Hein, il écrivait, il trouvait une meilleure formulation, etc. Donc, on est le 18 juin. Bon, alors là, il lance son appel, puis les gens commencent à se regrouper autour de lui. Mais un grand malheur arrive quelques jours après. 18 juin, et là, on arrive le 3 juillet. 3 juillet, vous avez entendu parler de ça, c'est la fameuse attaque de la marine britannique pour détruire la flotte française. Et avec un résultat, ils ont obtenu le résultat qu'ils voulaient, même s'il y a au moins un navire important qui s'est échappé. Mais il y a quand même 1295 Français marins qui trouvent la mort dans cette opération-là. Et là, pour De Gaulle, il était terrassé.
Il dit, je viens de m'associer avec Churchill, avec les Anglais, mais les Anglais viennent de tuer 1300 personnes de Français. Les Français vont me détester, ils ne voudront pas se joindre à moi. Alors il est paniqué, il est déçu, il fait une grande colère. Mais c'est une colère qui est révélatrice pour mon propos ce soir. Parce que voici ce qui est arrivé. Donc, il fait une grande colère. Et là, Churchill est bien conscient que De Gaulle, c'est une de ses cartes, là. Alors, il envoie son général Speer aller rencontrer Churchill pour dire, pour essayer de raisonner De Gaulle, si nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Speer, dans ses notes de chaque jour, nous donne comment ça s'est passé. Et son calme était frappant. Son objectivité étonnante. Il avait visiblement beaucoup réfléchi en peu d'heures. Ce que nous avions fait, me dit-il, était sans doute inévitable de notre point de vue. Oui, c'était inévitable. Mais quant à lui, il devait décider s'il allait continuer de collaborer avec nous ou s'il quitterait la scène pour se retirer au Canada comme un simple citoyen. Il n'avait pas encore arrêté sa décision, mais il le ferait avant le lendemain matin. Voyez-vous? Comment ça? De Gaulle, même s'il veut arrêter la guerre, pourquoi il ne reste pas à Londres? Pourquoi il ne s'en va pas en Amérique latine? Pourquoi il ne s'en va pas à Boston ou en Suisse même? Nous sommes le 3 juillet 1940 et De Gaulle, s'il dit, si je ne peux pas aller en France, puis si je ne veux pas continuer la guerre, je m'en vais où? Je m'en vais au Québec. Voyez-vous que ces lectures-là, parce que c'est sûr que c'est assez, à mon sens, important. S'il ne peut pas vivre en France, il veut aller en l'ancienne Nouvelle-France. Et d'ailleurs, il dira toujours des Québécois, c'est un morceau du peuple français. Constamment, dans toutes ses interventions, et c'est sa conviction. Alors, on voit ici que dans sa situation pathétique, une de ses cartes, c'était de dire, si j'ai à abandonner la guerre, c'est là que je veux aller vivre. C'est quand même, à mon sens, significatif. Et son appel au secours. Donc, on était le 3 juillet, dont je voulais vous parler. Il y a le 18 juin. De Gaulle décide qu'il veut réunir toutes les forces françaises possibles. Eh bien, il prend entente entre la BBC et Radio-Canada, réseau français, et puis il lance un appel au secours aux Canadiens français par la radio le 1er août, le jeudi 1er août 1940. Je voudrais vous faire entendre quelques éléments. C'est ouvert, ça, oui. Alors, vous allez entendre l'extrait tel que diffusé par la BBC et retransmis par Radio-Canada. Nous vous invitons maintenant à écouter le général Charles de Gaulle qui parlera de Londres. Designed especially for French-Canadian listeners. The speaker tonight is General de Gaulle. Nous inaugurons ce soir une nouvelle série de causeries intitulée « Les voix françaises ». Chaque jeudi soir, à cette heure-ci, vous entendrez une voix de France, de la France intellectuelle et libre, connue du monde entier et qu'il faut perpétuer. Voici le général de Gaulle. Canadiens français, si loin que vous soyez de moi, je n'éprouve aucun embarras à vous parler, car je veux vous parler de la France, et personne au monde ne peut comprendre la chose française mieux que les Canadiens français. Je ne vous énumérerai pas nos erreurs militaires, morales, nationales. Le soldat, le catholique, le français qui vous parle les connaît et les reconnaît. L'âme de la France cherche et appelle votre secours
le vôtre, Canadiens français. Votre secours, elle le cherche et l'appelle parce qu'elle sait qui vous êtes. Enfin, l'âme de la France cherche et appelle votre secours parce qu'elle trouve dans votre exemple de quoi ranimer son espérance en l'avenir, puisque par vous, un rameau de la vieille souche française est devenu un arbre magnifique. La France, après ses grandes douleurs, la France, après la grande victoire, saura vouloir et saura croire. Canadiens français, recevez le salut confiant d'un soldat français à qui, pour l'instant, incombe le grand devoir de parler seul au nom de la France. Alors, vous devrez noter qu'il ne fait pas d'appel aux Canadiens, Canadiens anglais, Canadiens français, il fait un appel spécifique aux Canadiens français. Évidemment, c'est des extraits parce que je ne voulais pas prendre trop de votre temps, mais au moins vous donner un peu la substance de son message. Eh bien, c'est De Gaulle... Nous vous invitons maintenant à... Alors, tout le monde n'était pas à l'écoute à 10h le soir du pas de radio, mais tous les journaux, évidemment, tous les quotidiens du Québec ont relayé son appel pour... ici, vous avez un extrait du journal La Presse là, de Montréal. Et ça, c'est le 2 août. Le 2 août, c'est la journée où il a été condamné à mort par le tribunal, le deuxième tribunal de Vichy. Alors, et donc, il fait un appel. Ben, De Gaulle est un homme systématique. Comme vous lisez, eh bien, il vérifie, il écrit à son contact à Montréal et à Vignal, et puis il dit, bon ben, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que le ton était adéquat? Est-ce qu'on a bien entendu, etc. Donc, il vient chercher l'écho pour ajuster, évidemment, pour les semaines suivantes, le message si nécessaire. Eh bien, son message, son appel au secours est entendu parce qu'à Québec, on crée le premier comité de la France libre, un des premiers à travers le monde d'ailleurs, se crée à Québec par cette dame-là, Marthe Simard. Et puis, au total, voyez-vous, il y a 1800 membres du Québec, de la capitale. Et puis, au total, au Québec et au Canada français, on a créé, pendant la guerre, 85 comités et sous-comités pour la France libre. Ça visait, évidemment, à contrer la propagande de Pétain, parce qu'au Québec, comme en France, Pétain était une figure extraordinaire. Et là, ben, le jeune De Gaulle, il fallait se faire connaître pour aussi expliquer que on devait soutenir De Gaulle plutôt que Pétain là, dans le contexte. Alors, et puis ramasser de l'argent, etc., fournir des médicaments, etc. Ben, De Gaulle, il fait plus que ça. Il envoie une de ses adjointes, vous connaissez peut-être cette dame-là? Élisabeth de Miribel. Élisabeth de Miribel, c'est celle qui a tapé l'appel du 18 juin. Et bien, il l'envoie au mois de septembre à Montréal pour qu'elle aide à organiser l'aide, la collecte de fonds, etc., structurer les fameux comités de la France libre. Et à un moment donné, il y a entre les gens de la colonie française à Montréal, là, il y a des conflits de personnalité. Et Elisabeth de Miribel sonne l'alarme. Elle dit, ben là, ça va nous prendre un arbitre, là, parce que ils sont, nous on appelle ça chicanés, hein, et puis ils sont en conflit de personnalité. Eh bien, De Gaulle envoie ce monsieur-là, que vous connaissez peut-être, Thierry d'Argentlieu. Thierry d'Argentlieu, il l'envoie à Québec. Il décide ça d'ailleurs au mois de décembre 1940 et 40. Et
d'Argent-Lieu arrive au mois de mars et au mois d'avril 41. Il passe 2 mois au Québec. D'Argent-Lieu vient d'être... il est membre du cabinet là, de Gaulle, des ministres de Gaulle. Et puis, depuis un mois, De Gaulle a créé l'ordre de la libération. Eh bien, c'est d'Argent-Lieu qui est le chancelier. Alors, pour De Gaulle, je vous dis ça pour exprimer que De Gaulle envoie un de ses meilleurs hommes de confiance au Québec pour justement arbitrer, trancher sur les gens de la colonie française à Montréal. Et puis ici, vous avez la dame Marthe Simard. Eh bien, justement, Thierry d'Argent-Lieu est un émissaire qui devait ne pas faire de conférences et être très discret, mais qui, au contraire, à la demande d'Ottawa, parce qu'à Ottawa, on avait encore des relations diplomatiques avec Vichy. Alors là, on recevait, alors on avait dit à De Gaulle, oui, il peut venir, mais il faudrait qu'il soit discret. D'Argent-Lieu a été absolument pas discret. Et heureusement, parce qu'il a été chercher beaucoup plus d'appui. Et ici, voyez-vous, les appuis, ici, là, le 14 mars 1941, l'envoyé spécial d'Argent-Lieu est reçu au Parlement du Québec par l'élite politique, le premier ministre, l'ancien premier ministre, plusieurs ministres, le maire de Québec, etc. Je vous le donne à titre d'exemple pour montrer que l'effort au Québec, De Gaulle y a consacré des énergies pour que le Québec et les Québécois puissent vraiment lui apporter un soutien tangible et de la plus haute qualité possible. Alors, De Gaulle, par rapport aussi, la Marthe Simard, dont vous venez de voir la photo, en 1943, quand il crée son assemblée consultative à Alger, il y a des représentants de tous les partis politiques, du Sénat, etc., qui appuient la France libre, mais aussi les comités de la France libre à travers le monde sont représentés. Il y a 5 sièges. Eh bien, il prend un des sièges, il fait un précédent qui ne s'est jamais vu, il demande à Marthe Simard, que vous avez vu, de venir siéger. C'est la première parlementaire femme, c'est une Québécoise qui occupe cette fonction-là. Et c'est pour ça qu'à Paris, maintenant, vous avez, dans le 14e arrondissement, une place qui rappelle cet événement-là. Et c'est également De Gaulle qui, par la suite, quelques temps après, va accorder le droit de vote aux femmes. Mais ici, c'est intéressant de savoir que c'est une franco-québécoise qui a cet honneur-là. Son premier voyage, c'est dans la foulée de la guerre. Vous vous souvenez que le jour J, au mois de juin, et il n'y a pas de troupes françaises. Hein? Je vous rappelle ça. Le débarquement en Normandie, il n'y a pas de troupes françaises, sauf le Kieffer, le commando Kieffer. Et ça a toujours horripilé De Gaulle, parce qu'on a tenu De Gaulle complètement ignorant du débarquement. Mais je ne veux pas trop m'étendre sur ce volet-là, mais il y aurait beaucoup à dire. Eh bien, toujours le titre que c'est donc le 14 juin, Churchill, après une des chicanes avec De Gaulle, l'autorise à pouvoir débarquer sur le sol français. Et puis, il se rend, comme vous le savez, à Bayeux. Il est acclamé. Et Roosevelt, lui, c'est un ennemi juré de Gaulle. Il veut n'importe qui pour diriger la France, mais pas De Gaulle. Il fait ça comme ça à travers la guerre. Mais là, voyant le soutien indéfectible de la résistance française, qui ne veut pas reconnaître Giraud, mais De Gaulle, et l'accueil populaire évident qu'il a à Bayeux, bien là, Churchill pousse dans le dos de Roosevelt et dit, faut que vous l'invitiez. Et effectivement, Roosevelt l'invite. C'est ce qui amène De Gaulle à faire le premier voyage en Amérique.
Il y a une photo célèbre que vous connaissez très bien. Là. Donc, pendant 5 jours, il est, lui et ses collaborateurs, en pourparlers pour collaborer avec Roosevelt. Alors, vous le voyez ici, parce que vous savez que Roosevelt était handicapé, hein, alors c'est pour ça qu'il n'est pas debout. Et alors, à ce moment-là, De Gaulle, après ses pourparlers, à Washington, aurait pu très bien revenir à Alger le plus tôt possible, parce que les Allemands résistent très fort à Caen, et Rouen n'est pas libéré, là, quand on est rendu au mois de juillet de 1944, là. Non. De Gaulle décide de prolonger son voyage. Il va faire un saut à New York et il s'en vient à Québec et à Montréal. Pas juste à Québec dans la capitale ou juste... non, il tient à faire les deux endroits, la métropole et Alors, vous voyez ici dans les journaux, évidemment, on est très, très heureux. C'est très près du 14 juillet, donc il y a une semaine de la France qui est annoncée, etc. Donc, je veux vous faire entendre un peu sa première rencontre, donc le 12 juillet, quand il arrive à Québec. Vous avez quelques photos ici, mais un peu de son message. Il y a le maire de Québec, là, mais je vais essayer d'aller couper au plus court pour que vous puissiez en bénéficier. Monsieur le maire, De Gaulle. messieurs les ministres, mesdames, messieurs, mon premier mot sera pour vous dire à quel point je suis ému et touché. D'abord de me trouver à Québec et ensuite d'y être reçu comme vous voulez bien m'y recevoir. Eh bien, votre sympathie, votre amitié, nous considérons que c'est un témoignage. Nous considérons que c'est le témoignage que vous autres, ici, Canadiens, donnez à la France. C'est la preuve que vous avez toujours pensé qu'elle vivrait. C'est la preuve que vous n'avez jamais douté d'elle. Eh bien, moi, je viens vous dire que vous avez eu raison. Je ne sais pas ce que l'avenir sera. La guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas encore gagnée. Mais il est bien clair qu'elle le sera. Il est bien clair aussi que la France, au fur et à mesure que les jours passent, il prend une part croissante. Il est maintenant certain que la France sera tout entière debout, à côté de ses alliés, à côté de ses amis, parmi ceux qui seront les vainqueurs. Il est bien certain que la France ensuite sera fidèle à sa destinée, sera fidèle à sa vocation, qui est en même temps de marcher en avant et en même temps d'être fidèle à ses grandes traditions spirituelles et morales. Voilà ce que je suis venu vous dire bien simplement. En terminant, je vous répéterai à quel point votre accueil m'a touché. Je le dirai un jour ou l'autre, je le dis déjà, pour que tous les Français m'entendent. Je remercie Québec. Et avec vous tous, s'il vous plaît, je dis vive le Canada français, vive la France. Nous avons tous suivi avec... Non. Nous avons tous... Arrête. Le maire voulait parler absolument, mais je ne veux pas vous faire entendre. Alors, oui, dans ses mémoires, regardez, il se souvient de ça. D'abord, rendant visite à la ville de Québec, je m'y sens comme submergé par une vague de fierté française. Les gens l'applaudissent partout sur son passage. Bientôt recouvert par celle d'une douleur inconsolée, toutes les deux venues du lointain de l'histoire. Vous avez dit, c'est quoi ça? C'est que De Gaulle a toujours considéré que Louis XV a fait une grave erreur en 1763 au traité de Paris en laissant aller la Nouvelle-France aux Anglais et en gardant les îles françaises dans les Caraïbes. Et lui considérait que ça, c'était une erreur. Et il reprend ici en disant, eh oui,
La douleur inconsolée, c'est d'avoir perdu ce morceau du peuple français, de l'avoir laissé dans les mains des Anglais. C'est une conviction qui est très, très profonde, qui va d'ailleurs rappeler à quelques reprises. Là. Mais déjà, il le mentionne ici. Et après, il s'en va à Montréal, et il est accueilli ici, voyez-vous, ça c'est le maire à l'époque, c'est le livre d'or. Mais il va le signer 3 fois, ce livre d'or-là de la ville de Montréal. Il va le signer en 1944, le 12 juillet. Il va le signer aussi au mois d'avril 60. Puis il va le signer le 24 juillet 1967. De Gaulle, quand il arrive à l'hôtel de ville en 67 à Montréal, il connaît les lieux. Et et puis il se souvient. Il se souvient d'un événement qui s'est passé justement à Montréal. Et je vous fais la lecture de ça. Il dit, dans ses mémoires, il dit « Je m'adresse à une foule énorme rassemblée sur le soir de Mignon à Montréal et dans les rues avoisinantes. Le maire Reynaud crie à ses concitoyens « Montrez au général de Gaulle que Montréal est la 2e ville française du monde. Rien ne peut donner une idée du tonnerre des vivants qui, de tous les cœurs, montent à toutes les bouches. » Bon, il a été ovationné beaucoup parce que, en termes de population, effectivement, Montréal était la plus grande ville en nombre de parlants français. Mais, regardez, ça, il écrit ça vers 1953-54 dans ses mémoires. Mais ça le marque assez qu'en 1963, au Conseil des ministres, de Gaulle, Malraux dit la semaine prochaine, je m'en vais à Montréal pour une grande exposition culturelle et scientifique. De Gaulle, avant qu'il quitte le Conseil des ministres, arrête Malraux et lui dit ceci. Hey, vous allez à Montréal, dites-leur ceci. Au plus mauvais moment de la guerre, on m'a amené devant une fenêtre et on a dit à la foule, montrez au général de Gaulle que vous êtes la 2e ville de France. Et à ce moment où il n'y avait en France de ville avec moi que dans la nuit, alors cette ville m'a montré qu'elle était la 2e ville de France. Avant tout, quand vous irez là-bas, dites-le lui. Voyez-vous, nous sommes en 63, là, il est président de la République. Comment ça l'a marqué, ce qui s'est passé en 1940? Et pourquoi il dit qu'il n'y avait pas de ville avec lui? Il n'y en avait pas. Sauf Bayeux, là. Mais il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas Rouen quand ça s'est passé. Il y avait des villes dans la nuit, c'était la résistance. Il y avait mais il n'y avait pas de ville reconnue de grande ville. Alors, vous voyez, pour lui, là, il y avait cette mémoire phénoménale. Là. Et pour lui, sur le plan sentimental, là, ça a marqué De Gaulle. C'est après ça, donc, qu'arrive la libération de Paris. Et puis, là, on fait le saut, il démissionne, et puis la traversée du désert, et puis l'élection présidentielle avec une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui a la particularité, n'est-ce pas, de réserver, le président se réserve 2 domaines. La diplomatie et la défense, l'armée. Et c'est parce que, dans les événements, quand il devient président avec la nouvelle Constitution, que là, le dossier du Québec et du Canada va arriver dans ses mains. Et de ce côté-là, le Québec a été extrêmement chanceux d'avoir un président intéressé par ces questions-là et qui va peser de son poids d'une manière remarquable. Alors, c'est pas la France qui veut avoir des relations diplomatiques avec le Québec, c'est le Québec qui fait cette demande-là. Je vous dis en quelques mots dans quel contexte ça s'est fait. Ça a commencé les démarches en 1958. Mais en réalité, c'est en 1960. Antonio Barrette, qui était à ce moment le premier ministre du Québec, le 28 janvier 1960, annonce aux députés et fait voter par les députés des crédits et la volonté que le Québec ait une antenne permanente à Paris pour avoir des relations directes et non pas passer par Ottawa, dont le ministère des Relations extérieures est un ministère essentiellement d'anglais. Et la nouvelle parvient le 2 mars là, au Quai d'Orsay via l'ambassadeur français.
Ben, imaginez-vous, ça se passe au mois de février. 2 mois plus tard, De Gaulle entreprend une très grande tournée. 3 semaines. 3 semaines en Amérique. Qui va l'amener à New York, à Washington, à Eisenhower, et puis qui va l'amener sur la côte ouest, en Californie, en Louisiane, etc. Ben, De Gaulle, il profite de ça, puis il dit, oui, je vais... Et bien, il vient à venir 2 jours de temps, 2 jours de suite, à Québec et à Montréal, 1960. Et puis, le premier ministre Antonio Barrette l'accompagne, le guide pendant, dans les différents événements dans la capitale pendant toute la journée. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, là, que les journaux rapportent. Hein. Canadiens français, vous pouvez compter sur la France, elle compte sur vous pour la suivre, pour l'appuyer, dans les 2 sens. Hein? Et effectivement, c'est une constante. La réciprocité, pour De Gaulle, c'est très important. Et vous voyez ici la première du monde, hein, qui annonce que De Gaulle reçoit un accueil à Québec beaucoup plus chaleureux à Ottawa, d'où il venait. Parce qu'à Ottawa, on suit la ligne politique des États-Unis, plus souvent qu'autrement. Et on le critiquait beaucoup aussi sur l'Algérie. Et puis, lui qui voulait avoir aussi la bombe atomique, eh bien, on a beaucoup d'uranium au Canada, mais le gouvernement canadien refusait de vendre de l'uranium à la France. Alors, il y avait beaucoup de sujets de mésentente. Il y a une demande donc du Québec, Antonio Barrette, d'avoir une antenne permanente, donc un représentant permanent. Mais le Quai d'Orsay n'est pas d'accord. Le Quai d'Orsay dit, eh bien non, écoutez, le Québec, c'est pas un pays comme tel, donc ça se peut pas. On ne peut pas avoir de relations diplomatiques. Et De Gaulle, voyez-vous ici, notre manuscrit du 21 janvier 1961, face à l'obstruction du Quai d'Orsay, De Gaulle, responsable des relations internationales, tranche. Et voici comment il tranche. Sa note est intéressante. Le projet de la province de Québec tendant à établir à Québec une agence générale me paraît très intéressant. Je crois que nous aurions tort de le décourager, ce que le Quai d'Orsay vous faisait, de décourager. Lui dit non, on aurait tort. Nous ne pouvons pas et ne devons pas méconnaître le caractère particulier du Canada français par rapport à la France, et réciproquement, ni le grand intérêt que présente le développement de nos rapports particuliers avec le Québec. Notamment au point de vue, regardez les points de vue, hein, culturel, économique et psychologique. Le simple fait que ces rapports pourraient être désagréables au gouvernement d'Ottawa ne saurait nous détourner de les établir. C'est sûr qu'ils ne seront pas contents, mais le Québec le veut, c'est un morceau du peuple français. On a de la place pour la culture, l'économie et psychologiquement se reconnaître comme étant et que c'est intéressant de part et d'autre. Alors il dit oui. Et c'est donc la ligne que le Quai d'Orsay est obligé de s'incliner. Et ce qui amène donc l'ouverture de la Maison du Québec à Paris le 5 octobre 1961. Et lors de ces activités-là, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il reçoit le premier ministre Lesage, ici à l'Élysée, et puis le soir, un grand banquet, là, avec 300 invités. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, or, voici que l'évolution, si elle a pu nous séparer, longtemps nous séparer. Voyez-vous encore, 1763, séparation, parce qu'il n'y avait pas de relation du tout avec la France. Maintenant, nous rapproche directement. Il s'agit cette fois, non point de sentiments partagés, mais bien de choses à faire ensemble. Vous voyez, pour De Gaulle, là, c'est pas de dire, bon, on est des Français de part et d'autre, et puis ça suffit. Non, non, non. Ça, c'est les sentiments. Non, non, il dit, non, vous avez des choses à faire, puis vous avez des talents. Nous, on a des talents, on va mettre ça ensemble. Et retenez ça parce que en 1967, là, nous sommes en 61. En 1967, vous l'écouterez un peu tout à l'heure. Alors, le problème de la crise constitutionnelle. La crise constitutionnelle, pour la résumer en quelques mots, c'est qu'au Canada, le Québec est une province importante, mais on est minoritaire. On représente le quart de la population, de l'ensemble, mais on est concentré. On a un gouvernement qui a des pouvoirs constitutionnels, par exemple l'éducation, la culture, la propriété,
le sol, l'aménagement du territoire, ça c'est des responsabilités exclusives au Québec. Au Canada, il n'y a pas de ministre canadien de l'Éducation. Ça n'existe pas, ça. Il y a un ministre québécois de l'Éducation. Et c'est dans ce contexte-là que la coopération, le Québec voulait avoir une coopération directe avec la France dans les domaines de compétences exclusives. Pas dans le domaine de la monnaie, pas dans le domaine de la défense, ça c'est l'Ottawa. On ne conteste pas ça. Le gouvernement du Québec disait, ben, dans nos domaines, on veut avoir. Et c'est là-dessus que De Gaulle était d'accord. Alors, il y a des bombes, il y a un front de libération comme il y en avait beaucoup ailleurs, il y a des explosions, des morts, etc. Et puis, à la veille de la deuxième visite du premier ministre québécois, à ce moment-là, il y a un échange avec Alain Peyrefitte. Et regardez comment il fait l'analyse de Gaulle. Alors, il dit, le Canada français est en pleine évolution, en plein développement. À l'époque, on disait qu'on était en révolution tranquille. C'est le thème d'ailleurs du livre que j'ai édité là. Alors, un jour ou l'autre, le Québec va se séparer du Canada anglais. Bien sûr, il est normal qu'il forme une confédération et que cette confédération règle les problèmes de leur vie commune. Mais chacun doit être indépendant de l'autre. Le Canada français doit devenir un État français d'Amérique. Et il ajoute, ce qui est intéressant pour la suite, bien sûr, le jour où nous ferons une réunion des peuples de langue française, le Canada français y aurait sa place de choix. Le jour où on va créer la réunion des chefs d'État francophones, ben, il dit, le Québec, le premier ministre du Québec aura sa place. Vous voyez, on est en 63, le 7 mai 63. Et vous voyez sa thèse en disant, pourquoi il y avait le malaise, là, quand il dit que le groupe, mais que chacun soit indépendant de l'autre. C'est qu'au Canada, le Canada anglais, avec Ottawa, qui est la grande majorité au Parlement d'Ottawa, eh bien, décide d'entrer dans les domaines de compétences des provinces. Et les tribunaux sont tous nommés par le gouvernement fédéral. Alors, quand il y a des chicanes constitutionnelles, en disant non, la Constitution ne disait pas ça, les juges sont favorables à ceux qui l'ont, parce que la nomination vient du gouvernement fédéral. Alors ça faisait que les attributions du gouvernement du Québec étaient, depuis les années 40, là, de plus en plus grugées. Et ça, les Canadiens français, évidemment, les Québécois, trouvaient que c'était très grave, parce qu'un jour ou l'autre, ben, c'est que la place à donner à la culture française, à la langue française, ben, était pour diminuer, parce que le Canada anglais a hâte qu'on devienne juste des Anglais, vous comprenez? Et c'est à cause de ça que ce mélange-là. Et c'est le Québec qui demandait une révision de la Constitution pour que ça cesse, que le Parlement fédéral cesse d'envahir les compétences québécoises. C'est le fond en deux mots. Alors, c'est ainsi qu'à partir de cette analyse-là, le Québec a fait des demandes dans le domaine de l'éducation. Et il y a eu une première entente au mois de février 1965. Eh bien, c'est une entente signée entre deux ministres, entre le ministre Fouchet et puis les ministres québécois Gérard Lajoie. Ben, voyez-le ou non, quand on analyse là, les procès-verbaux du Conseil des ministres français sous De Gaulle, là, la question du Québec revient très souvent. Et ici, De Gaulle a fait venir le ministre de l'Éducation qui venait de signer une entente de coopération, d'échange de professeurs, etc. Donc, une entente assez simple. Mais De Gaulle attachait de l'importance à ça pour dire, je veux voir le ministre québécois. Il le reçoit à l'Élysée, et il en parle même au Conseil des ministres. Il dit, j'ai vu Gérard Lajoie hier. Cette entente, comme ils disent, est importante en soi pour notre coopération entre deux groupes français, et pour l'avenir international du Québec. Il ajoute, c'est la première fois que le Québec signe une entente avec un autre État dans le domaine international. Ce sont les retrouvailles d'un morceau du peuple français et de la France. Vous voyez, pour lui, là, ça a un symbole beaucoup plus élevé que simplement une entente de coopération administrative. Et il se projette dans l'avenir.
Alors, il est conscient, et puis il informe ses ministres comme ça pour les mettre aussi au parfum, hein, pour qu'ils enlignent leur politique. Alors, on est en 65 maintenant, pour ces ententes-là. Quand il dit ça, là, on est en mois de février 65. Le mois suivant, il y a un grand congrès d'orientation politique du parti de l'opposition à l'époque, l'Union nationale. Et ce monsieur, c'est le chef du parti, Daniel Johnson. Et là, on adopte une politique beaucoup plus claire et dans laquelle on dit ou bien le Canada anglais va nous donner l'égalité, ou bien il faut faire l'indépendance. Hein? Puis ici, après 3 siècles de labeur, notre nation a bien mérité de vivre librement. Tant mieux si elle peut se sentir chez elle d'un océan à l'autre, ce qui implique, cependant, qu'on lui reconnaisse l'égalité complète. Sinon, il faudra bien faire l'indépendance du Québec. Canada ou Québec, là où la nation canadienne-française trouvera la liberté, là sera sa patrie. Vous voyez, c'est un... Alors vous allez dire, c'est un parti d'opposition qui se donne une politique par rapport au Canada anglais. Mais ce qui était étonnant, de mon point de vue, un mois plus tard, au mois d'avril, ce livre-là est dans les mains de Gaulle à Colombie-les-Deux-Églises. Et on a le commentaire, et c'est son fils, l'amiral de Gaulle, qui nous explique comment ça s'est passé. Et je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter quelques instants. Alors, ça c'est Colombie, et ici. Alors, c'est Philippe de Gaulle qui écrit. Il dit, quand j'entre dans la bibliothèque, de Gaulle, ton père, est en train de commenter un livre récemment reçu qu'il vient de parcourir, qu'il tient entre ses mains, Égalité ou indépendance. Je suis étonné par sa véhémence. Citation. Ils ont raison, insiste-t-il, en parlant des Québécois. On les brime, on les réduit. Ils ont raison de s'insurger. À leur place, n'en ferions-nous pas autant? Et plus loin, tout en étreignant cet ouvrage de ses larges mains, avec une sorte de désir de possession, il dit, citation, « Que vais-je pouvoir faire pour les conforter? Il faut que je fasse quelque chose de moral ou d'historique afin de rappeler qu'ils font partie de notre monde, de notre rayonnement. » Puis mon père ajoute, « Cette sympathie que nous avons pour eux, elle est viscérale. C'est notre mauvaise conscience qui nous tire par la manche et c'est la solidarité à l'égard de frères dans le besoin. » Encore là, quand il dit c'est notre mauvaise conscience, là, c'est le traité de Paris. Encore à nouveau. Et vous voyez que De Gaulle aussi, dans l'intimité, il ne parle pas des cousins en Amérique, là. Il utilise un mot plus fort que ça. Des frères. Ce sont des frères dans le besoin, des frères qui veulent vivre en français et qui ont besoin que la France les aide. Alors, on va donc sauter de 2 ans pour aller parler un peu de son voyage en 67. Alors, le monsieur qu'on a vu tantôt, Johnson, il était chef d'opposition quand il a écrit ça. En 66, il devient premier ministre et De Gaulle, conformément aux usages diplomatiques, eh bien, écrit une lettre de félicitations au nouveau premier ministre québécois. Le 13 septembre, c'est Johnson qui invite De Gaulle à venir au Québec l'année suivante, en 67. Et là-dessus, De Gaulle répond, mais en disant, non, je ne peux pas répondre actuellement, mais je vous assure, comme nouveau premier ministre, je vous assure que les 2 accords culturels et en éducation là qu'on a signés l'année dernière, regardez les termes d'emploi, ces liens nouveaux sont conformes à notre parenté, comme à nos sentiments et à nos intérêts communs. On l'a dit, vous pouvez compter sur moi, là, même si vous êtes un nouveau gouvernement, je continue la même ligne si vous voulez bien. Et puis en novembre 66, il dit à son secrétaire général, si j'y vais, ça risque de mettre le feu. Puis pour le moment, j'ai d'autres choses à faire. Alors, il y a une invitation, mais il n'est pas sûr de l'accepter. Il y a les élections législatives. Le gouvernement Pompidou est réélu, mais avec une seule voix de majorité à l'Assemblée. Mais ça dédouane De Gaulle aussi,
de pouvoir confirmer au Québec qu'il va venir. Puis, il invite Daniel Johnson à venir en France pour discuter de divers dossiers et aussi préparer, raffiner un peu le voyage qu'il va faire à l'été. Et vous voyez ici comment les journaux rapportent, là, Daniel Johnson est reçu royalement, il est reçu à Trianon comme De Gaulle avait reçu les Canadiens. Et alors ça vous indique la manifestation de niveau d'appréciation. Et justement, on parlait de problème constitutionnel. Johnson va avoir une conférence constitutionnelle au mois de novembre suivant. Et là, nous sommes au mois de mai. Mais une conférence majeure avec le Canada anglais. Et Johnson dit dans sa deuxième rencontre avec De Gaulle, il dit, mon général, le Québec a besoin de vous pour atteindre ses objectifs d'égalité avec le Canada anglais. Hein? C'est maintenant ou jamais, là. On a besoin de vous, là, que vous veniez vraiment, là. Et De Gaulle dit ceci. Je suis prêt à vous donner un coup de main qui vous servira pour l'avenir. Ça dit tout, ça dit rien, il ne s'engage pas trop, mais il y a quand même... je suis prêt à vous donner un coup de main. On ne sait pas quel sera le coup de main, mais nous sommes au mois de mai 1967. Eh bien, le hasard fait bien les choses aussi. Lors c'est Daniel Johnson qui est dans la loge présidentielle, là, pour la finale de foot, et puis le ballon... c'est De Gaulle arrive dans la loge présidentielle et De Gaulle, comme vous voyez, l'instantané qui a fait que plusieurs journaux français ont diffusé où De Gaulle renvoie la balle au jeu. Alors, De Gaulle va venir, mais comment il va venir? S'il vient en avion, ça va y prendre 8 heures. Mais s'il vient en avion, le gouvernement fédéral dit, il faut que vous veniez à Ottawa. À Ottawa, c'est au 3% canadien-anglais, là. De Gaulle dit en 67, non. Non, moi je veux d'abord aller au Québec et après j'irai au Canada anglais. Mais ça, s'il ne veut pas faire un incident diplomatique, ben là, il choisit, imaginez-vous, il a 76 ans, là, puis il choisit de venir en bateau. 192 heures au moins en mer. Puis en plus, il réserve 13 jours de son agenda. Vous comprenez? Quand il prend des décisions comme ça, là, c'est pas venu pour faire, une petite visite de courtoisie. Il investit beaucoup de son temps, précieux. Et puis en plus, il paie de sa personne par un très long voyage en mer. Tout ça pour arriver à Québec plutôt que d'arriver à Ottawa. Ça vous donne, à mon avis, l'importance qu'il accorde à ce voyage-là. Et donc, sur le Colbert, puis en plus, pauvre lui et pauvre Mme Yvonne, là, et leur entourage, la mer a été déchaînée pendant une bonne partie du voyage. Alors, même ce navire-là, les deux navires d'escorte, là, ont eu des avaries. Alors, j'imagine que ça a été assez pénible, merci. Mais il y avait quand même des moments où ils pouvaient sortir, prendre l'air un peu. Et un de ces moments-là, le 19 juillet, il rencontre son chef d'état-major, l'amiral Philippon. Et l'amiral Philippon nous raconte ça le 19 juillet. Et là, ben, l'amiral Philippon lui demande, ben, mon général, qu'est-ce que vous faites de vos longues journées, de vos longues heures? Le gars lui dit, ben, je refile, je pense à ce que je vais dire aux Québécois. Et c'est De Gaulle qui enchaîne en disant, que diriez-vous si je criais, vive le Québec libre? Et Philippon dit, bon, mon général, vous ne ferez pas ça, ça n'a pas de bon sens. Et regardez la réponse de Gaulle. Eh bien, je crois que si. Ça dépendra de l'atmosphère. Voyez-vous, vous savez que De Gaulle était un homme qui cherchait le sens de trouver des formules qui vont provoquer. Hein. Son discours du 18 juin, il n'était pas long, mais il était ciselé pour avoir de l'effet. Ben, face au Québec, c'est ça qui était sa réflexion. Puis déjà, il avait choisi comme une formule ici. Vive le Québec libre. Mais Philippon
Vous voyez que Philippon ne lui recommande pas de faire ça. Mais De Gaulle dit, peut-être que si, ça dépendra de l'atmosphère. Alors, je voudrais vous faire entendre un petit peu de cette atmosphère. Alors, il arrive donc à Lens-au-Foulon le 23 juillet. Et c'est son premier discours en terre québécoise sur les quais de Québec. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une immense joie que je suis chez vous, au Québec, au milieu des Canadiens français, pour toutes sortes de raisons qui s'appellent le passé, que nous n'oublions et n'oublierons jamais, qui s'appelle le présent, où le Québec, nous le savons, a pris un grand essor moderne. Et pour des raisons qui s'appellent l'avenir, parce que ce que vous faites, comme vous dites en français, de ce côté de l'Atlantique, et ce que fait en français le vieux pays de l'autre côté, c'est en somme une même œuvre humaine. Et de cela, tous, autant que nous sommes, qui pensons, voulons, parlons français, nous le sentons jusqu'au fond de notre âme. Voilà les sentiments qui m'animent en venant à votre aimable invitation visiter une fois de plus le Québec. Mais cette fois, je le sais, je le vois, je le sens, au milieu de la grande évolution qui entraîne ce pays. Alors, ça c'était à Québec. Moi, je l'ai rencontré, j'ai assisté à son arrêt avant qu'il arrive à Montréal, à Berthierville, tout près de la ville que j'habitais, la Joliette, à peu près 40 km de Montréal. Et voici ce qu'il nous a dit. La France a le devoir de vous aider. Il y a longtemps qu'elle vous doit quelque chose. Eh bien, la France veut vous le rendre ce qu'elle vous doit. Et elle veut vous le rendre par le concours qu'elle entend apporter à votre développement. Elle a déjà commencé à appliquer cette politique avec le gouvernement de Johnson. Cette action sera poursuivie sur une échelle de plus en plus grande. Et plus vous-même, gardez le bout, hein, et plus vous-même, je crois, vous apporterez au vieux pays votre propre concours, le concours de vos capacités et de vos ardeurs. Nous mettons tout ça ensemble. Un morceau du peuple français avec la France. Et là, ben, on est prêt pour aller à Montréal. Êtes-vous prêts? Alors, j'ai retenu quelques extraits de son discours, mais pour que vous ayez l'authenticité de ce qui s'est passé. Oui, il faudrait que je change de... D'arriver à l'hôtel de ville de Montréal. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Et si vous saviez à quel point elles se sentent obligées de concourir à votre marche en avant, à votre progrès. C'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec celui de mon ami Johnson, des accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française, en ajoutant
que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Canada français et vive la France! Alors vous voyez que comment il disait ça, là, ça dépendait de l'atmosphère. Il y avait de l'atmosphère et il a répondu à cette demande-là. Et vous avez vu qu'il était obligé, la foule aurait encore 10 minutes plus tard été en liesse. C'est lui qui était obligé de dire, bon ben, vive le Canada français, etc. Donc, mais le lendemain, il y a une rencontre à nouveau à l'Hôtel de Ville et voici ce que le maire de Montréal il dit. Et l'espoir que votre deuxième, dans le fond c'est une troisième visite, là, a fait naître, a fait manifester de façon grandiose. Plus d'1 million de Québécois ont été pendant 4 jours. Là. Vous n'en avez vu qu'une partie. Là. Nous ne voudrions pas qu'elle débouchât sur une déception. C'est pourquoi je formule un vœu. C'est que les autres présidents vous ressemblent et partagent votre foi dans l'avenir du Canada français. Vous voyez qu'il exprimait ainsi l'admiration que De Gaulle était un président distinctif et dans lequel on avait de l'espoir. Il ne fallait pas aller dans la déception. Heureusement, les successeurs de Gaulle, même ses adversaires politiques, ont continué la politique, M. Mitterrand a continué la politique initiée par De Gaulle. Mais ça a eu un effet bœuf, on dirait au Québec, et un effet international, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, sauf en France, les autres pays pensaient que le Canada, c'était comme les États-Unis, c'est un pays anglais. Et là, De Gaulle apprenait qu'il y avait un peuple français là, qui voulait vivre en français. Un effet. Et un mot que personne n'avait connu. Le premier mot amérindien, probablement internationalisé comme ça. Grâce à De Gaulle, on est obligé, la Chine, les autres, on est obligé d'inventer de nouveaux idéogrammes pour dire ça existe, Québec existe. Quand il arrive parce qu'il n'ira pas à Ottawa, il avait prévu aller à Ottawa d'ailleurs. Et on a retrouvé d'ailleurs son discours tel qu'il aurait prononcé à Ottawa. Et il n'aurait pas reculé par rapport à ce qu'il a dit. Mais c'est sûr que Vive le Québec libre, c'est une formule, une formule choc qui voulait, mais ça ne résume pas l'entièreté de sa pensée. Alors il dit, je me suis rendu au Québec pour aider les Québécois à échapper à leur situation de subordonnés. Il fallait que les Français s'éveillent à leur tour à la question québécoise. Il fallait répondre à l'appel de ce peuple. Et il dira à un de ses plus principaux conseillers, Dorin, le devoir, vous m'entendez? Le devoir du De Gaulle qui va mourir bientôt, c'était de prononcer cette phrase. Je n'aurais pas été De Gaulle si je ne l'avais pas fait. En disant, j'ai la stature, je peux prendre ce risque-là pour aider les Québécois à essayer d'équilibrer les forces par rapport au Canada anglais. Ce qui est dommage, évidemment, voilà la publicité, voilà comment les journaux vont représenter ce voyage-là. De Gaulle comme s'il était en un enterrement. Vous voyez là? Ça, c'est la première page du pré-match, là. La réalité, ben, vous l'avez entendu, vous avez vu. C'est très dommage que les journalistes et les médias français
ait déformé ce voyage-là, ait déformé ses propos, et pour des raisons de politique intérieure, pour essayer de l'amoindrir dans l'opinion publique française, de servir la cause du Québec à mauvais escient, à mon avis. Et voici par rapport à la réaction des Québécois, là, un mois, pas le lendemain matin, là. Les Québécois ils ont eu le temps de réfléchir, là. Et puis là, on a, avec les médias anglophones ou francophones, 72% des Québécois ont dit oui, qu'il avait bien fait de venir puis de nous aider à avoir un équilibre avec le Canada anglais. Et ici, le temps avance, donc je vais passer un peu, mais peut-être juste vous dire ici, Couve de Murville, dans ses mémoires, quand il parle de Gaulle, il dit « On retient souvent ces actes d'audace. » Je pense que de vivre de Québec libre était un acte d'audace. Ces initiatives spectaculaires et en apparence téméraires qui marquent 30 ans de sa vie et de l'histoire de France. Même alors, il se décidait non pas tel un joueur qui prend un risque, mais tel un homme d'État qui a jugé que sur le fond de la question, il sait qu'il a raison. Alors quand il parle justement à l'amiral Philippon en disant « Je pense à cette formule-là, il avait réfléchi. » Malheureusement, si vous relisez les articles des journaux, dans Le Monde, dans Le Figaro, on a fait passer De Gaulle pour quelqu'un qui avait perdu les pédales, qui avait plus toute sa tête. C'est assez fort hein, quand on voit comment ça peut... Alors, depuis que j'enquête là-dessus, je constate que les fake news qu'on a parlé de Trump, les médias occidentaux l'ont fait bien avant. Mais cette fois-là, sur le dos de De Gaulle. Et au mois de novembre suivant, il y a une grande conférence de presse, 2 fois par année, une au printemps et une à l'automne. Et puis, je vais vous faire entendre ça si vous avez encore un petit peu de patience, c'est pas long. Mais il revient sur la question du Québec. Que la France n'oublie pas ses enfants du Canada, qu'elle les aime, qu'elle entend les soutenir dans leur effort d'affranchissement et de progrès, et qu'en retour, elle attend d'eux qu'ils l'aident dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et puis j'ai résumé le tout en criant « Vive le Québec libre !» Ce qui porta au degré suprême la flamme des résolutions. Vous voyez comment il s'explique et justement il va continuer à aider le Québec. Ça c'était sur le plan politique intérieure, mais sur le plan de la politique extérieure, dans le domaine de l'éducation, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de ministre d'éducation au Canada. Alors, il y avait une conférence qui existait déjà depuis quelques années, des ministres de l'éducation de la francophonie. Eh bien, De Gaulle dit à Perfit, « Hey, le Québec devrait être là. Hein? Il faut ouvrir au Québec des fenêtres sur le monde. » Mais, Couve de Murville dit, et les diplomates, en disant « Oh, ça va choquer Ottawa, ça. Donc, il ne faudrait peut-être pas faire ça. On pourrait peut-être trouver entre les deux. Le Québec pourrait être observateur. » Mais le ministre Perfit dit « Ben, non, si le Québec est observateur, il ne sera jamais membre. Et il va toujours rester sur la chaise, le strapontin à côté. » Les deux ministres s'opposant, c'est De Gaulle qui est obligé, le 27 décembre, de signer un papier en disant ceci: il y a lieu d'aider le Québec à participer à la conférence de Libreville, des ministres de l'Éducation. Par contre, Ottawa, c'est pas sa place. C'est comme ça que nous avons pu, par ce précédent-là, entrer sur des tables internationales dans nos domaines constitutionnels, là, la culture et puis l'éducation surtout. Voyez-vous, dans ses mémoires, dans ses vœux, en décembre 68, pour les vœux de 69, il revient encore en disant que le problème du Québec, hein,
soit encore que la libre conduite de sa propre vie nationale par le peuple français du Canada. En disant, c'est un problème important. Il le met à côté du problème du Proche-Orient. Et, malheureusement, il perd le référendum, il écrit ses mémoires, et puis il meurt, comme vous savez. Vous avez vu la manchette, l'importance que la presse québécoise, un des quotidiens importants du Québec, y a accordé à cette nouvelle-là. Et quand il meurt, il y a un plaidoyer posthume qu'il fait pour le Québec. Parce que, en 1969, juste avant la rencontre avec le président Nixon, quand il est président, il a coordonné une très importante entrevue de fond là, à un célèbre journaliste américain du New York Times. Et ils abordent aux questions du journaliste les grands problèmes mondiaux et les points de vue de De Gaulle. Et De Gaulle se prononce là-dessus, mais c'était entendu que ça devait être une non publié de son vivant, que c'était pas pour publication, c'était comme un témoignage, un échange là, confidentiel avec ce grand reporter américain. Quand il meurt, le 10, le lendemain, le New York Times publie l'ensemble, l'intégralité de cette entrevue-là. Et voici ce qui en ressort concernant le Québec. Il dit, il y a là-bas un peuple français, le Québec. Il y a aussi un peuple anglais, en Ontario. Et dans l'Ouest, un peuple presque américain. Ils devraient s'entendre pour créer une union sur la base d'échanges réciproques. Mais on ne peut pas prétendre faire une loi anglaise sur le dos des Français. Il vaudrait mieux un Québec, un État du Québec, dans une union canadienne. Voyez-vous, De Gaulle ne voulait pas la destruction du Canada. Il voulait ce que Johnson voulait, égalité et l'égalité pour le Québec, où il y a un Parlement à majorité francophone. Alors, voyez-vous, le 11 novembre, De Gaulle parle encore du Québec. Et pour comprendre aussi, je pense, le monsieur dans sa pensée, je vous propose ceci. Quelques semaines avant de mourir, à son petit-fils, Yves De Gaulle, eh bien, il dit ceci, après le déjeuner, il se promène dans le jardin de Colombie, puis il dit, Yves, dans la vie, il faut être contagieusement libre. Notez l'importance, hein? Il ne dit pas, ouais, essaie d'être libre. Il faut être contagieusement libre. Et je crois que ça reflète beaucoup. 2 mots avant de terminer sur son héritage par rapport à nous, les Québécois. Eh bien, c'est l'achat de la langue française. De Gaulle meurt en 1970, mais 10 ans après son voyage, qui avait crié « Vive le Québec libre », on adopte la charte de la langue française qui oblige les entreprises à traiter leurs employés en français et non pas en anglais. Vous savez, jusqu'à ce moment-là, les conventions collectives étaient écrites dans la plupart des cas en anglais, même si 90% des employés étaient français, là. Alors, puis dans les tribunaux, toutes sortes de choses. Alors, ici, ça c'est un acte majeur du gouvernement Lévesque de dire il faut s'occuper du français et puis il faut légiférer pour que le français ait une bien meilleure place. Eh bien, le parrain de cette loi-là, hein, il dit ceci. C'est à De Gaulle que nous la devons la charte de la langue française. S'il n'avait pas fait son esclandre en 1967, jamais Ottawa et le Canada anglais ne s'y seraient résignés, n'auraient accepté que le Québec légifère et restreigne un peu l'expansion de l'anglais au Québec. Et puis, un autre, c'est ici, c'est sur une réalisation, à mon avis, les plus importantes dans un effet mondial, c'est la convention de l'UNESCO de 2005, qui a pris effet en 2007, et qui permet, contrairement au désir des États-Unis et de d'autres pays, que dans le cadre des libre-échanges, la politique des États-Unis, c'est à dire, un livre, c'est pas plus... Les gouvernements n'ont pas à légiférer pour un film, pour un livre,
pour un disque. Non, tout ça, c'est égal. Et donc, nous, le Québec, on dit non, parce que c'est notre culture, il faut que nos gouvernements puissent soutenir nos cultures. Autrement, ça va être seulement de l'américain ou ça va être seulement du chinois bientôt. Alors, et là qu'on a fait les deux pays, le Québec et la France, ensemble, ont concocté, deux juristes ensemble, ont concocté une nouvelle convention qui dit que chaque gouvernement à travers le monde peut protéger et faire la promotion de ces expressions culturelles. Et maintenant, depuis 2007, c'est une convention qui a force de loi au niveau international. Alors, on peut faire du libre-échange, mais les États peuvent aussi soutenir leur culture, leur langue, leur culture. Et donc, je pense qu'on a beaucoup à apprécier là, de son effort. Il a payé beaucoup de sa personne, il y a eu beaucoup de critiques, et je pense que ça illustre que c'est quelqu'un qui aimait énormément ce morceau du peuple français qui était de l'autre côté de l'Atlantique. Si vous avez des questions, ça me fera grand plaisir d'y répondre. Merci de votre attention. Moi j'ai une petite question. Que pensait De Gaulle des autochtones canadiens? Des relations entre les autochtones et les Canadiens français? À ma connaissance, il n'a pas eu à se prononcer là-dessus. Non. C'était pas un problème non plus qui était très fort. Voilà. Il n'a pas eu de contact avec les Hurons de Québec? Non, non. Dans les réceptions, effectivement, on lui a présenté les chefs amérindiens, là. Mais il n'y a pas de déclaration ou de remarques publiques là, sur... mais on s'entend très bien avec les Hurons, il n'y a pas de problème. Ça va être des Iroquois. Je vous souligne que c'est ça. Toutes les tribus qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent, et même dans les Grands Lacs, on a toujours eu d'excellentes relations avec eux. Ceux qui nous assassinaient, qui assassinaient les ancêtres, là, c'était les Iroquois. Les Iroquois n'étaient pas dans la vallée du Saint-Laurent. Les Iroquois, ils sont dans l'État de New York, au sud. Mais c'était un peuple qui était très, très agressif, très dominant, et qui voulait s'assurer le contrôle des fourrures, et ils ont fait disparaître il y avait une politique de génocide. Ils rayaient les autres peuples de la carte. Par exemple, Ottawa. Ottawa, vous connaissez, Ottawa, c'est la capitale. Mais la rivière, c'est le nom de la rivière, ça, c'est le nom anglais des Outaouais. Les Outaouais étaient un peuple qui était installé là, dans la vallée de l'Outaouais. Eh bien, les Iroquois les ont exterminés. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Après ça, ils ont exterminé les Hurons, qui étaient plus au nord. Et ils en ont exterminé sur d'autres. Leur politique, c'était une politique d'élimination pour des raisons de suprématie de prestige, mais aussi pour contrôler le commerce des fourrures à l'avantage des Anglais. Et nous, quand on est arrivé dans la vallée du Saint-Laurent, Champlain, ben, il y a eu des tractations à Tadoussac, et je serais mieux placé pour pouvoir le développer. Mais le chef amérindien a dit oui, si ton roi veut s'installer ici, et Champlain a dit ben oui, on va nos deux familles, nos filles vont marier les hommes et on va faire un nouveau peuple, etc. Donc on n'a jamais eu de problème. Ceux qui nous assassinaient et ceux et justement les Amérindiens, eux se faisaient assassiner par les Iroquois. Donc ils ont dit aux autres Français, vous êtes bien armés, vous allez nous aider. C'était une condition. Ce qui fait que le fait de se poser en Nouvelle-France, sur la vallée du Saint-Laurent, nous a amené à avoir des ennemis
qui nous ont considérés comme des ennemis héréditaires. Mais autrement, on a toujours eu d'excellentes relations, puis les Amérindiens nous ont soutenus, même contre les Anglais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça va? Ça vous plaît? Merci de votre attention, Hugo.